Je vous présente le docteur, il est médecin, hein, Richard Prasquet, c'est son métier, mais vous le connaissez peut-être certainement plus comme président du CRIF, qui a été sa fonction la plus notable, la plus, disons, connue du grand public, la plus médiatique. Mais je n'ai pas invité Richard Prasquet en tant qu'ex-président du CRIF, même s'il y a certainement des choses à dire et peut-être on en parlera. Mais c'est pour marquer le coup à propos de Yom HaShoah qui commence ce soir et qui est un Yom HaShoah un peu particulier du fait du confinement. D'habitude, à Yom HaShoah, moi, je n'organise rien parce que je participe dans ma communauté, parce que je participe à la cérémonie au mémorial et que je trouve qu'à Paris, on a la chance d'avoir cette cérémonie qui est extrêmement émouvante et je trouve de la meilleure authenticité qui soit que de lire la liste des déportés de France, qu'on n'arrive pas à lire en une année. D'ailleurs, il faut 2 Yom HaShoah pour arriver au bout, tellement il y en a, et la France est le pays d'Europe qui a été le moins touché. Donc, je trouve que c'est la meilleure manière de parler de la Shoah, même si, évidemment, sur un sujet pareil, il y a quantité de choses à dire, quantité d'angles d'approche, et plus le temps passe, et je dirais, plus il y a des choses à dire, justement, plus il y a des études intéressantes, plus il y a des témoignages qu'on n'attendait pas, et plus il y a de la documentation, etc. Donc, c'est un sujet extrêmement vaste, et on n'a pas du tout la prétention d'en faire le tour maintenant. C'est une évocation de ce sujet, donc avec Richard Prasquet, qui a été, avant d'être président du CRIF, a été président de Yad Vashem France pendant des années. Il a participé à des quantités d'actions et d'activités autour de la Shoah. Et sur le plan personnel, on va peut-être commencer par ça. C'est pas un témoin au sens direct parce qu'il est né juste après la Shoah, mais c'est un témoin quand même parce que il est quelqu'un qui, un des rares, bon, c'est pas le seul, mais quand même, c'est quand même très emblématique. Il est né en 1945, donc juste après la guerre, mais vous avez été, si vous me permettez, Richard, conçu dans des circonstances, alors je ne sais pas exactement lesquelles, mais si je fais bien le calcul, vous avez été conçu avant la fin de la guerre. Et en Pologne, vous êtes né à Gdansk et puis vous êtes ensuite avez immigré pour la France. Enfin, vous allez nous raconter ça. Moi, j'aimerais d'abord que vous nous situiez si vous pouvez bien, nous situer votre enfance, où étaient vos parents, qui ils étaient, et évidemment d'une famille très touchée par la Shoah. Bon, vous me laissez combien de temps? Je vous laisse le temps qu'il faut. Bon, je suis né en juillet 45 en Pologne, effectivement, dans la ville de Gdansk, qui est devenue célèbre depuis une quarantaine d'années à cause des événements qui se sont déroulés et qui ont marqué la fin du communisme. Mais cette ville n'avait pas de lien avec l'histoire familiale. Mon père était né dans une ville moyenne de Pologne qui s'appelait Włocławek, qui était plutôt à l'ouest de la Pologne, dans la région qui a été ensuite directement annexée par l'Allemagne. Ma mère est née à Lublin et a passé sa jeunesse à Varsovie. Ils se sont rencontrés, cachés tous les deux sous des fausses identités à Varsovie à la fin de la guerre, dans début 44. Mon père a perdu toute sa famille. Ma mère a perdu une très grande partie de sa famille, mais son frère avait pu s'enfuir auparavant et était en Union soviétique, et ma mère est arrivée à faire sortir sa propre mère, ma grand-mère donc, du ghetto de Varsovie. Mes parents, je vous résume, c'est une histoire très très longue, très compliquée bien entendu et très tragique. Mes parents ont eu la chance énorme d'être cachés par une famille polonaise
qui habitait sur la rive droite de Varsovie. Pour ceux qui connaissent Varsovie, la Vistule passe à Varsovie, la plus grande partie de la ville se trouve sur la rive gauche, et puis il y a une petite partie sur la rive droite. Mes parents étaient cachés sur la rive droite, et ça fait la différence, parce que lorsqu'il y a eu l'insurrection de Varsovie, je parle de l'insurrection de la ville de Varsovie, je ne parle pas de l'insurrection du ghetto, l'insurrection de Varsovie a eu lieu en juillet et en août 1944. Mes parents étaient donc du côté droit alors que l'insurrection a eu lieu dans la ville du côté gauche de la Vistule. Du côté droit, les Russes étaient en train, les Soviétiques étaient en train d'arriver. Ils sont arrivés jusqu'à la Vistule. Ils ont libéré ce faubourg qui s'appelait Praga alors qu'ils sont restés l'arme au pied de l'autre côté de la Vistule en voyant les troupes nazies détruire la résistance polonaise. Et donc, lorsque les soviétiques sont arrivés, mes parents ont été libérés. J'ai eu la chance extraordinaire de rencontrer il y a 4 ans maintenant, et seulement il y a 4 ans, les descendants de la famille polonaise qui avait caché mes parents, et il y avait notamment parmi ils habitent actuellement en Australie, à Sydney. J'avais été invité à Sydney et j'ai pu les rencontrer à cette occasion. Et là, il y avait parmi eux une jeune fille de 13 ans qui avait à cette époque donc 85 ans à peu près, qui en me voyant m'a dit ça fait 70 ans que je t'ai pas vu. Et vous imaginez un peu l'émotion. Et il m'a raconté, parce elle avait vu comment son père avait poussé l'armoire derrière laquelle il y avait un trou dans le mur, et mon père et ma grand-mère sont sortis de ce trou. Ils étaient cachés, tandis que ma mère, qui avait vraiment des traits très ariens, si vous voulez, était restée avec ses faux papiers dans la ville de Varsovie continuellement. Voilà, donc ça c'est une histoire personnelle et qui me rattache beaucoup à la Pologne, puisque le polonais a été tout de même ma langue maternelle. Mes parents sont venus mon père comment je suis né à Gdansk, mon père avait été nommé bizarrement directeur des industries textiles dans la zone d'occupation soviétique, et directeur du nord de la région nord des industries textiles, et le centre était à Gdansk. Il est parti à Gdansk, c'est là que je suis né, et je ne suis pratiquement je suis retourné à Gdansk il y a 2-3 ans. Il n'y a pas beaucoup de traces. Je n'ai pas retrouvé évidemment beaucoup de traces. Mais mes parents n'ont jamais eu l'intention de rester en Pologne. Et mon père devait en réalité, avec comme objectif quand il était jeune, il avait passé son baccalauréat en 1938, avait appris l'anglais pour aller aux États-Unis, pour étudier sa médecine. Il avait un oncle qui était médecin à Brooklyn. Et lorsque la guerre a été terminée, il a repris contact avec cet oncle de Brooklyn, et ils ont quitté la Pologne, donc tous les trois avec ma grand-mère, c'est-à-dire nous étions 4, en novembre 1946. Et nous sommes arrivés à Paris. Ça devait être simplement une escale pour aller aux États-Unis. C'est une escale qui a duré jusqu'à maintenant. Mes parents n'ont pas, mon père n'a pas obtenu de visa pour son épouse, pour son fils et pour sa belle-mère. Lui avait il avait un affidavit de son oncle, mais ça n'a pas suffi, et donc nous sommes restés. Et le temps que les documents arrivent des États-Unis, c'est-à-dire 2 ans plus tard, mes parents commençaient déjà à travailler en France. Voilà l'histoire globale. Ce qu'il y a de très significatif, c'est que mon père au cours de la guerre, avait probablement été dénoncé par
un Polonais. Ma mère a été manifestement sauvée par cette famille polonaise. Elle a pu sauver aussi mon père puisqu'elle a pu se cacher avec elle. Et donc, j'ai toujours gardé cette image ambivalente vis-à-vis de la Pologne, qui était mon pays d'origine, mon pays. Lorsque je suis entré à l'école, je ne parlais pas français à l'âge de 5 ans. Et j'ai eu cette chance de savoir qu'il y avait des Polonais remarquables qui avaient sauvé des Juifs, alors que la plupart des Juifs originaires de Pologne, et les amis de mes parents notamment, ne gardaient que des souvenirs négatifs de la Pologne et des Polonais. Voilà. Cela étant, cette histoire-là que je connaissais dans ces grandes lignes, on n'en a pas véritablement discuté comme dans ma famille. C'était comme le cas ailleurs, les parents ne voulaient pas que sur leur fils se repose le poids de tous ces malheurs et de tous ces morts. Et donc, je n'ai pas particulièrement étudié l'histoire de la Shoah, et il faut bien savoir que pour moi qui ai passé mes études au lycée Charlemagne entre 1900, donc en sixième en 1955, et entre 1955 et 1961, disons, il n'y avait pas un seul mot en classe sur la Shoah, pas un. D'ailleurs, les programmes d'histoire, quand le prof était tonique, les programmes d'histoire arrivaient difficilement jusqu'en 1914. Mais en ce qui concernait la guerre, quasiment rien. Et en ce qui concernait l'extermination des Juifs, alors rien du tout. Ça, c'était avant 1960. C'était 1961. Mais ce n'était pas qu'à l'école, c'était aussi dans le débat public. Je veux dire, c'est un sujet dont on ne parlait pas. Redressez un tout petit peu votre écran qu'on vous voit mieux. Ouais. Comme ça. Voilà. Oui, c'est évidemment dans le débat public. Dans le débat public, c'était inexistant. C'était inexistant, mais ça, je ne le savais pas. J'étais dans mon petit monde, et ce petit monde, c'était un petit monde de mes parents, des amis de mes parents, qui étaient tous, pour ainsi dire, comme eux, des survivants des survivants de l'extermination, mais des survivants étant venus en France après la guerre et étant également tous polonophones, c'est-à-dire qu'ils parlaient le yiddish, mais le yiddish n'était pas pour la plupart leur langue maternelle. Et c'était donc une catégorie très, très limitée qu'on appelait les greenaires et sur laquelle j'essaye de travailler à l'heure actuelle. Une catégorie de gens très, très, qui ont des caractéristiques très, très différentes, en fait, des Juifs venus en France de Pologne avant la guerre et qui, pour la plupart, étaient yiddishophones et essentiellement yiddishophones. Et pourquoi on les appelle les greenaires? Alors, les greenaires en yiddish, ça veut dire les verts. Oui. Et les verts, ça veut dire les bleus. D'accord, c'est ça. Voilà, c'est la façon de dire bleu. C'est-à-dire ceux qui viennent d'arriver, vous voulez dire, en France. Ceux qui viennent d'arriver, qui connaissent pas véritablement les règles. Donc, alors il y a eu un événement absolument essentiel pour des gens de ma génération, enfin pour moi en tout cas, et ça a été le procès de Eichmann. Ça a été la capture de Eichmann. Et donc puis, les années 62, 63. Voilà, la capture de Eichmann qui devait être en 1961, je crois, et puis ensuite le procès de Eichmann. Et ça a été un élément extrêmement important. C'était le seul moment quand on a appris, je me souviens quand on a regardé à la télévision, nous avions déjà une télévision à l'époque, on a regardé les nouvelles de la capture de Eichmann en Argentine. J'ai vu mon père comme je ne l'avais jamais vu. Et je me souviens que
À un moment, le speaker disait, le président argentin, qui s'appelait Frondizi, demande à ce que se plaint à l'ONU de la violation de la souveraineté argentine par les Israéliens. Et j'ai dit, garçon de 15 ans, vous voyez, garçon de 15 ans, on disait pas politiquement correct, mais enfin, ça devait être à peu près ça, disons un peu sur la gauche, la liberté, la souveraineté du peuple. J'ai dit, oui, il a raison de protester. Et là, j'ai vu mon père, pour la première fois de ma vie, j'ai cru que mon père allait me gifler. Il s'est retenu et il m'a dit, quand on ne sait pas qui est Eichmann, on se tait. Et ça m'a marqué extraordinairement fortement. Pour vous Alors, ça m'amène à une question que je voulais vous poser déjà avant. C'est intéressant cette anecdote. Et les anecdotes sont toujours très intéressantes et très touchantes aussi. Mais qu'est-ce que vous saviez comme enfant, puisqu'on n'en parlait pas à l'école, dans le discours public, à la télévision, au cinéma, il n'y avait rien du tout non plus sur cette question. Les commémorations, puisqu'on parle de Yom HaShoah aujourd'hui, il n'y avait rien quasiment, à part des choses très confidentielles, rue Geoffroy-Lanier, où vous n'alliez pas forcément. Qu'est-ce que vous saviez enfant, avant cette prise de conscience du procès Eichmann, de la Shoah et de l'histoire de vos parents? tout, je savais que Hitler avait tué toute ma famille. Et c'est ce contraste, parce que mes parents ne me racontaient pas. Mon père m'a raconté son évasion parce qu'il avait été pris par la Gestapo, il s'était enfui. Donc c'était un moment très, très, très particulier. C'était en juillet 1944, il y avait eu un attentat à Varsovie la résistance polonaise avait tué le gouverneur militaire de Varsovie, et à cette occasion, mon père a eu la chance de pouvoir s'enfuir de l'endroit où il était, ça a entraîné. Donc ça, il me l'a raconté. Il m'a raconté les souvenirs de ses propres parents. Il n'y avait aucune photo, il n'y avait aucune trace. Je n'ai jamais vu le visage de mes grands-parents, en dehors de ma grand-mère, bien sûr. Et avec leurs amis, de temps en temps, ils échangeaient quelques souvenirs qui n'étaient presque toujours plutôt que des bons souvenirs. Ils ne voulaient surtout pas accabler les enfants du poids du passé, mais les enfants, évidemment, le savaient parce que on n'avait pas de grands-parents, on parlait polonais, on avait manifestement une histoire complètement différente. Mais il y avait ce contraste. Ce que nous entendions, ce que nous avions compris de notre histoire, on avait finalement compris pas mal de choses. Ce que nous avions compris de notre histoire à la maison ne se traduisait par rien du tout dans l'enseignement qu'on recevait au lycée. Il y avait là quelque chose qui me stupéfiait, qui me tourmentait, et j'en finissais par me dire, mais ils considèrent que ce n'est pas important. Finalement, les gens qui ont fait les programmes considèrent que ce n'est pas important puisqu'ils ne nous en parlent pas. Mais C'était peut-être le cas. Comment? C'était peut-être le cas. Une partie de la population française. Je ne sais pas, je ne veux pas là-dessus, mais je vous donne les réactions d'un enfant. Les réactions d'un enfant. Peut-être que. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se fait que ce qui nous est arrivé, finalement, ça semble ne pas avoir d'importance. Et voilà, c'était une question qui m'a tourmenté. Je pense que il y a une espèce, il y avait le système scolaire finalement n'avait probablement pas changé depuis 1920, quelque chose comme ça. On avait les livres de Mallet Isaac. J'ai fini par apprendre qui était Julie Isaac, mais pour moi c'était avant tout les livres d'histoire Mallet Isaac. Et ces livres d'histoire, on n'arrivait jamais, comme je vous l'ai dit, à dépasser le début du XXe siècle. J'étais très très bon sur les guerres médiques, j'étais très très bon sur les campagnes de Napoléon, etc. Mais dans l'après-guerre, la montée du nazisme, etc., rien. Et probablement
probablement par négligence, plus que par volonté de ne rien dire. Mais j'en sais rien. Vous avez parlé, faites attention à votre écran, redressez-le, qu'on vous voit, parce que sinon on voit votre plafond. Mais vous avez évoqué le procès Eichmann. On a tous, quand on s'intéresse à ces histoires, l'image des Israéliens, de la société israélienne dans son ensemble, qui est presque hypnotisée par ce procès. Les gens qui se promènent, il n'y avait pas beaucoup de télévision à l'époque, en Israël surtout pas, mais tout le monde est suspendu littéralement vraiment à son poste de radio, les premiers postes de radio portatifs. On a tous vu ces images des Israéliens qui suivent le procès comme jour par jour, les comptes rendus, les témoignages, et c'est comme une espèce de grande catharsis nationale dans la société israélienne. Vous le vivez, quand vous dites que ça vous a frappé, qu'est-ce qu'on en disait en France de ce procès? Moi, je ne peux pas vous en parler. On n'en parlait pas au lycée. Le lycée, à cette époque, c'était des études, on était en... Mais chez vos parents? C'était la guerre d'Algérie, bien entendu. Chez mes parents, on n'en parlait pas trop. On n'en parlait pas trop, toujours pour la même chose. Il ne fallait pas ressasser il ne fallait pas ressasser ces drames. Il fallait aller de l'avant. Il fallait surtout pas que ça entraîne des conséquences chez les enfants. Cette réaction a été une réaction extrêmement fréquente dans nos familles. Je pense que tous les lorsque j'y pense, finalement, la plupart de mes amis les plus anciens proviennent de ce même milieu. Donc, nous avons eu tous les mêmes parents, les mêmes passés et la même éducation. Et clairement, aucun n'a été véritablement... Tous ont eu des parents qui ont essayé de les protéger de cette histoire. Ça ne veut pas dire qu'ils ne la connaissaient pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne la connaissaient pas. Mais ils ne voulaient pas se noyer là-dessus. Et moi, je ne savais pas. Après, j'ai su effectivement que mes parents, de temps en temps, la nuit, avaient des cauchemars, etc. Mais c'était des choses dont on ne parlait pas. Et on les connaissait sans les articuler, sans les verbaliser. Et je crois qu'il faut aussi comprendre une autre chose, quelque chose qui paraît inouï, qui me paraît aujourd'hui inouï dans mes réactions dans les classes supérieures du lycée, proches du bac. J'ai 15 ans, 16 ans. Je ne sais pas qui est juif dans ma classe. Je suis au lycée Charlemagne, il est à Saint-Paul. Il y a des juifs dans le coin. Moi, on habitait Porte Dorée, c'était assez loin, mais je ne sais pas dans ma classe s'il y a des juifs. Rétrospectivement, je me suis dit un tel, avec le nom qu'il avait, il devait être juif. Mais jamais on en a parlé. Jamais. C'était un non-sujet. Ni de la part des profs, de notre part. C'est tout à fait... J'ai eu une manifestation antisémite. C'était pendant la guerre d'Algérie. Mon voisin qui était derrière moi était devenu un sympathisant de l'OAS. Et je vais avec lui des relations cordiales, sans plus. Et voilà qu'un cours de latin, il se met à chanter une chanson absolument ignoble sur les Juifs, suffisamment fort pour que je puisse l'entendre et suffisamment bas pour que les autres ne puissent pas l'entendre. Alors, donc stupéfait, je me lève, je me retourne, je le gifle et je suis mis à la porte et le professeur me dit cette phrase étonnante: vous devez avoir une raison de faire ce que vous avez fait. Prasquet, vous devez avoir une raison de faire ce que vous avez fait, mais je ne peux pas vous garder en classe. Bon, ma mère est allée chez le censeur, j'étais un bon élève, ça n'a pas eu de conséquences. Ça n'a pas eu de conséquences du tout, si ce n'est que j'en ai parlé à mes enfants après, en leur disant que si c'était nécessaire, il fallait réagir.
jusqu'à un jour où j'ai reçu une lettre du fin fond du Finistère. Et la lettre commençait de... Je ne voyais pas d'où elle venait. La lettre était la suivante. J'ai cherché partout. Je n'ai pas trouvé de Prasquier, P-R-A-S-Z-K-I-E-R, ce qui était mon orthographe. Et comme il n'y avait qu'un seul Prasquier, P-R-A-S-Q-I-E-R, dans toute la France, j'ai pensé que c'était toi qui te trouvais en classe au lycée Charlemagne avec moi il y a 37 ans et demi, et je voulais te demander pardon. C'est extraordinaire. Et là, je me suis mis à pleurer. Et quand j'en parle, je reste encore ému. Et là-dessus, il m'a expliqué comme quoi il en avait également parlé avec ses enfants pour leur expliquer comment on peut être influencé et comment voilà, je l'ai rencontré longtemps après dans un village du Finistère. Et c'est une des plus belles histoires que j'ai eues dans ma vie et une histoire qui me permet de, tout comme l'histoire des sauveurs de mes parents, de ceux qui ont caché mes parents, ça m'interdit de généraliser et d'essentialiser. Bien sûr. On croit dans le judaïsme la tchouva, la capacité de la tchouva. Donc alors, puisque le procès Eichmann est une certaine prise de conscience pour vous, en tout cas avec cette scène face à votre père, mais une prise de conscience limitée puisque ça n'a pas provoqué des débats énormes en France, contrairement à ce qui s'est passé en Israël. Il faut quand même dire que ce qui s'est passé en Israël, c'était aussi la réaction à des années d'occultation. Oui, non, bien sûr. Et disons, ce masquage, pas un masquage, mais disons, cette mise sous le tapis que j'ai un peu, que je voulais vous expliquer, que je ne l'ai pas vraiment vécu, mais que je l'ai vécu d'une certaine façon, en Israël, ça a été pire. Comme vous le savez, les Juifs venant de Pologne, arrivant en 1948 en Israël, pendant la guerre, on leur donnait un fusil, on leur apprenait pas tellement comment l'utiliser, et puis ensuite, ils ont compris qu'il ne fallait pas qu'ils parlent de leur passé parce que c'était finalement une époque où les Israéliens, les Sabras tout au moins, n'arrivaient pas à comprendre que les Juifs se soient laissés amener comme des moutons à l'abattoir. Et donc, tous les instituts israéliens, c'était les instituts sur la Shoah, Gevura, c'est-à-dire l'héroïsme. Et c'était l'héroïsme Anielewitch, Yad Mordechai, n'est-ce pas, le ghetto de Varsovie. Ça a été aussi le kibbutz Lochamé Agetaot, où là, le travail a été très, très, très remarquable. Mais Yad Vashem, même pendant ces années-là, finalement, n'avait pas l'ampleur qu'elle a eue plus tard. Mais bien sûr, mais l'Yom HaShoah, qui a été fixé par une loi de l'État d'Israël dans les années 50, 54, je crois, si ma mémoire est bonne, mais c'est Yom HaShoah ve'Agvura. La Gvura est toujours présente. Mais bon, maintenant, on peut l'interpréter la Gvura aujourd'hui de façon différente que seulement les armes à la main. Il y a eu beaucoup de choses faites sur la résistance morale, et puis on a pris du recul et on a vu combien, en général, il y a eu de la résistance. Mais je voudrais, dans votre parcours, je poursuis un petit peu ce parcours parce que je pense qu'il est emblématique et intéressant. Et donc, l'étape suivante de la prise de conscience, j'imagine, comme beaucoup de Juifs en France, c'est la guerre des 6 jours. Oui. La particularité de mon histoire, enfin, particularité non, mais
mon histoire familiale est telle que on a toujours été sioniste dans la famille. Mon père appartenait à un mouvement sioniste dans sa jeunesse, c'était Jabotinsky, qui était le héros des jeunes juifs sionistes polonais. Et Israël, on se posait rigoureusement aucune question. Et tous ces gens qui sont venus après la guerre de Pologne, qui avaient un petit peu tâté du communisme, étaient dans l'ensemble très hostiles au communisme, dont ils connaissaient certaines caractéristiques. Et donc, il n'y a pas eu les problèmes qu'il y a eu dans certaines familles où il y avait l'idéal communiste s'est trouvé en face de l'identité juive, disons. Donc, pour nous, ça allait de soi. J'ai encore des souvenirs de la guerre du Sinaï de 1956 et de la fierté que nous avions eue à ce moment-là. Et puis, bien entendu, la guerre des 6 jours. Alors, la guerre des 6 jours, c'est un événement, effectivement, je pense, pour beaucoup de juifs de ma génération, ça a été un événement décisif. Et je dirais peut-être plus encore que les 6 jours eux-mêmes, qui restent encore dans le souvenir comme quelque chose de hors du temps, d'une certaine façon, c'est le mois qui a précédé la guerre des 6 jours, qui m'a fait entrer d'une certaine façon dans le sionisme politique. Dans ce mois, au cours du mois de mai 1967, je me suis rendu compte, à ma stupéfaction absolue, qu'ils étaient en train de se préparer un deuxième massacre en Israël, on ne disait pas une Shoah, mais une deuxième extermination en Israël. Les discours de Nasser étaient absolument clairs. Les discours de l'homme qui était à l'époque le secrétaire général de l'Union palestinienne, qui portait je ne sais plus quel nom exactement, l'organisation, lui, s'appelait Ahmed Shoukeiri. Il parlait des eaux de la Méditerranée qui deviendraient rouges du sang des Juifs. Nasser, il y avait les chants de Kalsoum, la grande chanteuse égyptienne, tu, et des foules qui reprenaient. Il y avait les demandes de Nasser au secrétaire général de l'ONU, Utante, de faire partir les observateurs de l'ONU qui se trouvaient sur le Sinaï, manifestement pour laisser de la place à ses troupes, et Utante obtempérait. Et puis il y a eu le blocage du détroit de Tirane, et je voyais qu'il n'y avait pas de réaction. La réaction des pays, la réaction de mon pays, de la France, la réaction des pays alliés était une réaction très faible. J'ai un souvenir encore clair des paroles, on ne pouvait pas les entendre, la télévision ne permettait pas de les entendre directement, mais j'ai lu les paroles, le discours de Abba Eban à l'ONU, qui était un discours extraordinaire et qui parlait effectivement d'Auschwitz. Nous étions en 1967, c'était 22 ans après seulement. Donc là-dessus, j'ai compris que ce qui me paraissait évident, naturel, que Israël était un État qu'il fallait absolument soutenir et que tout le monde, finalement, autour de moi, tout le monde soutenait. Je supposais que dans le monde politique français, à quelques exceptions près d'antisémites sur les marges de l'extrême droite et les anciens de l'OAS, que tout le monde était en faveur. Et je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué que cela et que l'hypothèse que les paroles de Nasser, qui moi me paraissaient extrêmement claires, finalement n'étaient pas prises pour ce qu'elle était.
ça a été véritablement comme pour d'autres, comme je pense pour la plupart de ceux qui avaient mon âge, les juifs de mon âge, ça a été le baptême politique d'une certaine façon. Alors, arrivons à cet aspect politique, puisque vous avez été médecin comme sur le plan professionnel, mais vous avez mené une forme de carrière politique au sein de la communauté juive, et vous avez pris des responsabilités, vous êtes engagé, donc, et notamment, puisqu'on est à Yom HaShoah, c'est celui-là qui m'intéresse, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez dirigé pendant des années Yad Vashem France. Donc Yad Vashem, c'est le mémorial en Israël, à Jérusalem, que tout le monde connaît. Il y a donc des antennes de Yad Vashem dans le monde, il y a Yad Vashem France, mais en quoi ça consiste précisément? Est-ce que quelle a été votre action dans cette fonction-là? Lors de la première guerre du Golfe, avant la guerre du Golfe, je m'étais engagé dans le Renouveau juif, qui était présidé à cette époque par Henri Aschenberg. Après la première guerre du Golfe, où j'étais allé en Israël, comme beaucoup, j'avais été amené à présider les BONS, l'organisation des BONS israéliens. Et puis, on est venu me demander je crois que c'était en 1996, de prendre la présidence de Yad Vashem, qui jusque-là était présidée par Samuel Pizar, qui était une personnalité prestigieuse, survivant de la Shoah, qui avait écrit Le sang de l'espoir, qui avait été un livre qui a eu énormément de retentissement, mais qui manifestement avait des activités professionnelles. Enfin, il voulait passer la main, et il l'a fait d'ailleurs avec une très très grande élégance. Et moi, j'avais dit au départ que je ne connaissais pas la Shoah, je n'avais pas particulièrement étudié cela, et si ce n'est que en 1994, j'étais allé pour la première fois depuis mon arrivée en France, j'étais allé en Pologne, c'était le 50e, en 1993, pardon, c'était le 50e anniversaire de la révolte du ghetto de Varsovie, et c'était le premier anniversaire après la chute du communisme, donc ça avait une signification. Là, j'étais allé à Varsovie, je me suis rendu compte que la langue faisait que je me sentais très près, et puis je me suis rendu compte aussi de l'intensité de l'antisémitisme résiduel. Donc, voilà, les gens qui m'ont demandé de prendre cette présidence m'ont dit, c'est bien, vous allez apprendre. Et effectivement, j'ai essayé d'apprendre aussi bien que ce que j'ai pu. Donc, j'ai été à Yad Vashem, suivi des séminaires, et ainsi de suite. J'ai rencontré aussi des personnalités extraordinaires dont je voudrais dire un mot. J'ai rencontré un jeune prêtre qui s'appelait Patrick Desbois, avec lequel on a lié une amitié très très profonde. Bon, je vous dirai pas ce qui est devenu Patrick Desbois, vous le savez, la Shoah par balle, un travail extraordinaire qu'il continue de faire et qu'il associe aujourd'hui avec un travail envers les Yézidis. C'est quelqu'un pour lequel j'ai une intense admiration et avec lequel nous sommes restés extrêmement proches depuis cette époque. Aussi un Italien, un historien italien, Marcello Pezzetti, qui était probablement le meilleur spécialiste de Auschwitz, où il avait été une vingtaine de fois déjà depuis en 1996, donc il connaissait Auschwitz extraordinairement bien, il m'a instruit. Et puis ensuite, une troisième personne qui est décédée aujourd'hui, qui était Shlomo Venezia, qui était un survivant des Sonderkommando, qui était aussi une personnalité merveilleuse, dans lequel l'une de mes petites filles a trouvé une espèce de grand-père supplémentaire, et elle a écrit son histoire, avec un livre qui s'appelle Sonderkommando, et qui est, je pense, l'histoire la plus précise
enfin, il y a eu déjà d'autres témoignages auparavant, mais qui est l'histoire la plus précise du destin de ces Sonderkommando. Voilà. Et donc, ce que c'est que Yad Vashem, Yad Vashem, ça porte un nom. C'était l'époque où les noms symboliques étaient, et on adorait les noms symboliques en Israël. Le Yad, c'est-à-dire la main, c'est aussi le bâtiment, le mémorial, et puis Shem, c'est le nom. Et je leur donnerai un mémorial et un nom. Je crois que ça vient de Isaïe, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est un verset d'Isaïe. Mais non, mais moi, je vous pose pas la Alors, question sur Yad Vashem même, parce que ça, on connaît, mais le Yad Vashem France, quelle est l'action alors, le Yad Vashem, France quelle de est ça? l'action de Yad Vashem France? L'action de Yad Vashem France, elle était essentiellement de récupérer les histoires des justes ou disons, les dossiers qui pouvaient être nommés justes et que l'on préparait en France, qu'on envoyait en Israël. Et c'est une commission israélienne de Yad Vashem qui décidait de l'attribution du titre. À cette époque, en 1996, il y avait encore beaucoup de survivants. Il y avait beaucoup de dossiers. Le nombre de dossiers a augmenté peu à peu, d'ailleurs, parce que c'est devenu de plus en plus connu. Et c'est une occasion formidable de pénétrer dans cette histoire épouvantable par le biais des justes. Parce que là, vous rencontrez des hommes et des femmes, beaucoup étaient, comme je vous l'ai dit, encore vivants, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, malheureusement, évidemment, des hommes et des femmes de toute origine, de tous les milieux, mais qui ont une espèce de simplicité qui leur est tous commune et dont l'action a été véritablement admirable. Donc je me suis plongé comme d'autres, comme tous les gens qui étaient au comité français pour Yad Vashem, je me suis plongé dans ces histoires, j'ai lu les histoires des justes des autres pays, j'ai compris ce que cela signifiait. Je vous rappelle, les justes, ce sont des gens qui ont risqué leur vie. Enfin, en France, il n'y a pas eu beaucoup de justes qui ont payé de leur vie leurs actes, mais ce sont des gens qui ont risqué, qui ne savaient pas et qui ont risqué leur vie pour sauver des Juifs. Et Je vais préciser là, puisque vous parlez, on est parti de l'histoire de vos parents, et si on parle de ça, c'est que les gens en Pologne qui cachaient des Juifs, eux, risquaient vraiment leur vie. Absolument. Parce qu'eux, ils étaient fusillés sur place tout de suite, sans forme de procès, avec toute leur famille, quelquefois. Avec quelquefois toute leur famille. Ça, c'est quelque chose qu'il est indispensable de signaler. Le pays qui contient, le pays qui a nommé, le pays où il y a le plus de justes nommés, aujourd'hui encore, c'est la Pologne. Ce qui veut, il faut évidemment mettre cela en regard du fait qu'en Pologne, il y avait 3 300 000 juifs en 1939, donc une quantité considérable de juifs. Mais il est absolument certain que ceux qui cachaient des juifs le faisaient au risque de leur vie. Et dans certains endroits, c'est la famille entière qui a été fusillée lorsqu'on découvrait des juifs. Et donc, cela, il faut leur rendre un hommage particulièrement particulier. Je pense, on connaît des noms, mais les gens de l'opération Zégota, qui a été la seule opération d'ampleur qui a permis de sauver des enfants juifs, notamment du ghetto de Varsovie, et notamment par l'entremise de personnes comme Irène Sandler. Zégota a sauvé des centaines et des centaines d'enfants. Il n'y a pas l'équivalent dans aucun pays du monde. Zégota, ce sont des Polonais catholiques, quelques juifs aussi, mais essentiellement des Polonais catholiques, et parmi eux des Polonais catholiques qui étaient antisémites.
qui étaient antisémites. Et le travail qu'ils ont fait est absolument admirable. Et il faut connaître ça. J'en profite pour rappeler la mémoire peut-être de Marianne Apfelbaum, qui est décédée il y a 3 semaines, le professeur Apfelbaum, qui est un grand médecin, un spécialiste qui a apporté la nutrition en France, et dont le père avait déjà écrit sur la dénutrition parce qu'il était médecin dans le ghetto de Varsovie. Et Marianne Apfelbaum fait partie de ces enfants qui ont été sauvés par Zegota, et donc qui est venu ensuite en France et qui est devenu professeur de médecine. Et c'est juste, il y en a dans tous les pays d'Europe et leurs histoires sont remarquables. Il y a le cas particulier du Danemark, comme vous le savez, qui n'a pas voulu qu'il y ait des justes nommés, mais parce que le pays tout entier, la résistance danoise a été nommée juste, parce que quand ils ont eu l'information qu'il y aurait une rafle des Juifs, ils ont organisé l'évacuation en Suède de toute la communauté juive. Et puis il y a eu des endroits particuliers, plusieurs villages en France, dont le plus connu, mais ce n'est pas le seul, est le village du Chambon-sur-Lignon, qui a reçu lui-même le titre de village de juste. Ce sont des histoires admirables qui vous réconfortent avec la nature humaine. Alors, dans cette période des années 90, où donc vous êtes engagé dans ce Yad Vashem, sur ces dossiers de juste à traiter, mais c'est aussi une période très importante. On commence justement à parler beaucoup de la Shoah. On a commencé à en parler plus tôt, mais ça devient vraiment le sujet important en France en tout cas. Je pense au-delà de la France. On publie des quantités de témoignages. Il y a des grands procès en France, dont le procès Barbie. Il y a tout un tas de facteurs qui font que la parole se libère, mais aussi on commence et vous l'avez signalé, à faire des voyages en Pologne. Et il y a également, c'est une période très importante ces années 90 pour aussi un rapprochement entre juifs et catholiques, puisque il y a justement l'emblématique pape polonais qui a été Jean-Paul II. Il y a le fait que à Paris, il y a le cardinal Lustiger qui est donc devenu cardinal de Paris. Il y a eu toute la polémique autour de qui il était, etc. Et puis finalement, les choses se sont apaisées. On ne va pas revenir sur tous les détails de toutes ces histoires, on n'a pas le temps, mais c'est quand même une période où il se passe beaucoup de choses de ce point de vue-là. Et est-ce que vous pouvez nous raconter 2-3 moments marquants de cette période et qui peuvent illustrer comment on en arrive justement à faire avancer, disons, la question de la mémoire de façon remarquable, et que ce soit sur les lieux de mémoire, que ce soit vis-à-vis de certaines personnes, etc. Oui, ce sont des souvenirs très forts. J'ai eu la chance de côtoyer un certain nombre des acteurs de cette époque, et en particulier d'être proche du cardinal Lustiger. J'ai eu la chance j'ai rencontré une seule fois Jean-Paul II, c'était à Varsovie. Il était venu faire lors je crois, son dernier voyage en Pologne en 1996 ou 97. Il était venu lors de son voyage en Pologne, et lors de son séjour à Varsovie, il avait tenu à s'arrêter à l'Umschlagplatz, c'est-à-dire ce lieu d'où partaient les Juifs du ghetto de Varsovie pour prendre le train qui allait les conduire à Treblinka. Et donc, c'était un moment très, très fort pour moi. J'avais participé à la traduction d'une prière que le pape avait écrite en polonais pour ses frères aînés juifs. Effectivement, puis il y avait d'autres en dehors même du cardinal Lustiger. Il y avait
ces personnalités très remarquables, le père Dupuis, il y avait les cardinals de Courtrai. Enfin, il y avait là une période extraordinaire où d'un seul coup, la rencontre entre les juifs et les chrétiens est devenue naturelle. Et j'avais cette phrase du cardinal de Courtrai qu'on m'avait raconté, recevant une délégation de juifs, il leur dit « Soyez de bons juifs, ça me permettra d'être un bon chrétien ». Et quand on... Voilà, ça, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas du tout l'arrière-pensée de la conversion. Et c'est, je crois, quelque chose que personne parmi nos ancêtres n'a connu. C'est devenu tellement naturel que peu à peu, l'enthousiasme, et puis après avec le départ des anciens, l'enthousiasme est un peu retombé malheureusement, mais l'amitié judéo-chrétienne de France continue de faire un travail très remarquable là-dessus, il faut lui rendre hommage. Alors j'ai eu l'occasion aussi d'aller souvent à Auschwitz. Et à Auschwitz, l'un des grands représentants du monde intellectuel catholique de Cracovie m'a signalé qu'il y avait que la première chambre à gaz de Auschwitz, de Birkenau, plus exactement, celle qui avait fonctionné la première en mars 1942, avait été détruite, mais qu'à sa place, il y avait une maison et que des gens qui continuaient d'habiter cette maison et que ça ne faisait pas partie du tout des lieux de mémoire de ce qu'on appelle le musée d'Auschwitz, parce que vous savez, la terminologie polonaise, c'est le musée d'Auschwitz. Et donc ça m'a beaucoup surpris, mais c'était vrai. Et donc on a entrepris un processus qui a été long, compliqué, un peu très masqué d'ailleurs, parce que c'est une famille polonaise très antisémite. Et finalement, j'ai fini par sans qu'il le sache, en fait, sans qu'il sache qu'il le faisait, j'ai fini par leur racheter la maison, et puis je l'ai donné au musée d'Auschwitz, qui a rasé la maison et qui en a fait une pelouse. Et ensuite des négociations, d'une certaine façon, avec les gens du musée d'Auschwitz pour savoir ce qu'on allait mettre dessus, et qui m'ont montré comme c'est très difficile avec les Polonais, y compris avec des Polonais de bonne volonté, disons, les historiens du musée, de faire prévaloir la vérité des faits et de ne pas, disons, enfermer, ne pas noyer l'extermination des Juifs sur l'ensemble des malfaisances des nazis vis-à-vis des Polonais. Donc, il voulait mettre une plaque disant qu'ici avait été gazé. Il y avait eu environ, probablement dans cette baraque qu'on appelait la Maison Rouge, parce qu'elle avait un toit rouge, et il y avait probablement eu 120 à 150 000 personnes gazées avant la construction de ces grandes chambres à gaz, qui a été une espèce de merveille de la technologie allemande, le tout en un, le gaz et l'incinération derrière. Là, auparavant, c'était beaucoup plus primitif. On gazait les gens, puis ensuite, il fallait disposer leurs cadavres, donc on les enterrait. Ils continuent d'être enterrés. Et dans le musée d'Auschwitz, personne ne veut en parler parce que ils sont ensevelis dans les jardins qui entourent les autres immeubles, les autres genre maisons de campagne, si vous voulez, de cette maison rouge que j'avais rachetée.
Voilà, donc je ne vais pas vous détailler un peu ces aventures, mais ça m'a fait toucher du doigt la difficulté qu'il y avait à faire passer le message, y compris dans des endroits comme cela, de message de la spécificité de l'extermination des Juifs. J'ajoute aussi, pour terminer, que ce n'était pas la direction du musée n'était pas la direction qu'il y a là aujourd'hui. Je pense que Piotr Siwiński, qui est le directeur général, est beaucoup plus sensible à cette spécificité de l'extermination des Juifs. Bon, il y a eu tout un travail de fait depuis, ça c'est sûr, mais là vous soulevez quelque chose que je ne connaissais pas. Je ne parle pas de la maison elle-même, ça j'en savais l'existence, mais le fait que les gens étaient enterrés, on associe toujours Auschwitz au four crématoire, enfin Birkenau, on parle de Birkenau là. Je ne savais pas qu'il y avait des fosses communes. C'est un des secrets les mieux gardés de Birkenau. Voilà. Vous imaginez un peu, nous sommes à la lisière du camp, hein, puisque le grillage qui est arbitraire, hein, séparait cette maison de l'ensemble du camp. Et cette maison, elle avait été une maison unique, mais autour d'elle, et à la lisière du camp de Birkenau, s'étaient construits d'autres pavillons. Les uns à côté des autres, ça fait une rangée. Oui, mais il faut préciser là, peut-être que tout le monde ne connaît pas forcément les lieux. Juste, je précise pour que ceux qui sont présents comprennent bien. Et puis vous allez me confirmer si mes précisions sont justes. D'abord, il y a deux camps, il y a Auschwitz et il y a Birkenau. Enfin, il y avait aussi Monowitz, on ne va pas parler de Monowitz, c'est encore autre chose. Mais on parle toujours d'Auschwitz, mais en ce qui concerne l'extermination des Juifs, c'est Birkenau, qui est le très grand camp dont tout le monde a vu des photos, où il ne reste plus rien puisque les baraquements étaient en bois et qu'ils ont été détruits, sauf ceux qu'on a remis un peu en situation. Il reste des cheminées, donc tout le monde a vu cette étendue immense et que effectivement autour de Birkenau, c'est en fait en dehors de la ville d'Auschwitz, qui est une petite ville, et c'est déjà un peu la campagne entre guillemets, si je peux employer ce terme pour cet endroit. Et effectivement, quand on y va de nos jours, on est assez surpris, je dois dire, moi j'ai été surpris de trouver des maisons de vacances, si on peut dire, oui. Enfin, je ne sais pas si elles sont de vacances ou non, ce sont des permanents. Ce sont des habitants permanents. Hein. Voilà, mais des maisons qui sont accolées, quasiment barbelées. Et là, j'apprends avec vous là, que donc certaines de ces maisons, en tout cas, sont construites sur des fosses communes. C'est ça dont on parle. Oui. Alors, il y a plusieurs endroits. Là, nous sommes au fond. Il y a eu ce film de la petite maison du bois de boulot. Oui. Bien sûr. De l'Oridan. Absolument. Absolument. Et on parle de cela. Il y avait une maison blanche et une maison rouge. La maison blanche a été entièrement détruite et elle était un peu plus près. Donc, et la maison rouge, donc, on avait reconstruit la maison que les Allemands avaient démantelée au départ. Ils ont reconstruit une maison par derrière et les anciens habitants sont revenus pour y habiter comme si rien ne s'était passé là et on n'avait pas voulu les déranger. Donc, effectivement, il y a des charniers. Bon, c'est une réalité. Il y a bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Il y a d'autres maisons, par exemple, il y a une partie de reconstruction. On a du mal à comprendre. C'est très compliqué pour ceux qui n'y sont pas allés. C'est très difficile à comprendre. La rampe qui donne à l'intérieur de Birkenau n'est pas la rampe qu'ont fréquenté la plupart des déportés, disons, avant 1944. Et notamment, une plus grande partie des déportations des Juifs de France ont eu lieu dans ce qu'on appelle la Judenrampe, qui est
qui est à peu près à 1 kilomètre de Birkenau. Il fallait ensuite faire ce kilomètre à pied. Et c'est Serge Klarsfeld qui a fait reconstruire cette Judenrampe qui était totalement délaissée. Et là encore, il y a autour de cette Judenrampe, il y a d'autres maisons qui existent aujourd'hui. Et les habitants ne veulent pas, les habitants ne voient pas pourquoi ils seraient gênés par toutes ces manifestations mémorielles. Et donc, voilà. L'ancien président de l'UEJF, Jonathan Ayoun, a fait, avec Judith Cohen-Solal, un film sur les problèmes mémoriels d'Auschwitz. Et je vous recommande, si vous avez l'occasion de le voir, pour comprendre un peu ce sujet qui est extrêmement compliqué, et qui est d'une part un camp extraordinairement compliqué en lui-même, puisque c'est un camp qui est en même temps un lieu d'extermination et qui est en même temps un camp de travail. Donc, il y a ceux qui sont immédiatement exterminés, c'est-à-dire qu'ils descendent du train et le processus de sélection a lieu à la descente du train. Ceux qui sont sélectionnés pour le travail vont suivre un trajet qui va les conduire qui va leur conduire vers ce qu'on appelle la déportation. Mais ceux qui sont la grande majorité, environ 85% en moyenne, suivant les fourgons, et ceux qui ne sont pas sélectionnés pour le travail vont être directement dirigés sur un circuit qui va les conduire vers la chambre à gaz. La plus grande partie des Juifs de France qui ont été déportés dans les années 1942, début des années 1943, ont été gazés soit dans la Maison Blanche, soit dans la Maison Rouge. Et de toute façon, même pour ceux qui ont été déportés plus tard et qui ont été qui ont été gazés dans les grands ensembles que l'on voit à l'heure actuelle à Birkenau, et les gens qui ont été gazés n'ont pas été véritablement déportés. Ils n'ont pas connu le camp d'Auschwitz. Les quelques mètres qu'ils ont fait dans le camp d'Auschwitz, c'est les mètres entre l'entrée et la chambre à gaz. Point, c'est tout. Et lorsqu'on entend, c'est là toute la complexité de cette représentation d'Auschwitz. Et je voudrais peut-être m'arrêter là-dessus, parce que j'ai évidemment visité tous les autres lieux d'extermination en Pologne. C'est-à-dire Belzec, Sobibor, Treblinka, Chełmno. Et puis le Struthof près de Gdansk, qui est encore particulier. Mais le fond, disons le noyau de l'extermination des Juifs, et puis Majdanek, aussi un cas particulier comme Auschwitz, l'extermination des Juifs en Pologne par gazage, parce que vous savez que les Juifs ont été aussi tués, et Patrick Desbois a fait ce travail extraordinaire, les Juifs ont été aussi beaucoup, y compris en Pologne d'ailleurs, tués par fusillade, la Shoah par balle. Mais l'extermination des Juifs de Pologne a eu lieu essentiellement dans 3 camps qui sont les camps de l'opération Reinhardt et qui sont des camps qui sont non loin de la ville de Lublin. Il y a le camp de Belzec qui est à la frontière ukrainienne, le camp de Sobibor qui est à la frontière biélorusse, et le camp de Treblinka qui est à 80 km au nord de Varsovie. Puis il y a eu aussi Chełmno et d'autres. Mais c'est là les 3 camps de l'opération Reinhardt. On considère qu'il y a eu 900 000 Juifs tués gazés à Treblinka,
autour de 450-500 000 à Belzec et 400 000 à Sobibor. Vous voyez un petit peu l'ampleur des chiffres. Ces camps n'ont pratiquement pas de mémoire. Pratiquement pas de mémoire. À Belzec, il y a eu 2 survivants qui faisaient partie des Sonderkommando. L'un a été très vite tué en 1946, n'a pas laissé de souvenirs tout de suite après la guerre. Et l'autre a laissé un petit témoignage de la façon dont il était arrivé à s'échapper, parce qu'il était Sonderkommando et qu'il avait eu la possibilité, qu'il n'avait pas été gazé d'emblée. Mais sinon, Belzec, 0 survivant, en dehors de ces 2 cas très très particuliers, sur 500 000 personnes. Donc ce n'est pas des camps, ce sont des usines de mort. Je crois que ça c'est ce que les... Excusez-moi, c'est des choses qui... vous avez raison de le préciser, et je pense que aussi, quand on dit camp, ce n'est pas le terme qui convient tout à fait, parce qu'effectivement, d'abord, il n'y avait pas de travail, c'est des endroits qui étaient très petits relativement, quand on connaît justement Birkenau qui est immense. C'était pas des complexes d'usines, c'était les gens, les seuls gens qui travaillaient. Il faut imaginer ce que c'était que d'être Sonderkommando, et les Sonderkommando étaient régulièrement liquidés eux-mêmes. Oui, oui. Mais je crois que ça c'est très important et les gens ne le comprennent pas. Et je crois qu'il faut porter cette information continuellement. Une mémoire ne peut se créer que s'il y a des survivants. Dans ces endroits, il n'y a pas de survivants. Il y a quelques survivants de Treblinka parce qu'il y a eu une révolte des Sonderkommando, toujours de Treblinka. Il y a eu aussi une révolte des Sonderkommando de Sobibor. Claude Lanzmann en a fait un film. Oui, il a fait un beau film, oui. Il en a fait un film. Là, elle a permis à quarantaine de personnes, je crois, à Treblinka et un peu moins à Sobibor, de s'enfuir. Mais là encore, un juif du ghetto de Varsovie qui prenait le train à l'Umschlagplatz, qui faisait les 80 km qui le séparaient de Treblinka, arrivait à Treblinka, et 1 heure après son arrivée, il était mort, il était gazé. Et c'est sans exception. Donc on imagine bien que des endroits comme cela, un endroit de Belzec par exemple, qui pour moi est l'archétype du projet nazi, et dont le commandant était d'ailleurs considérait que ses collègues étaient des amateurs. L'archétype du projet nazi, aucune mémoire. Et quand nous sommes allés avec Patrick Desbois la première fois à Belzec, je peux vous dire qu'il n'y avait aucune mémoire, même dans la ville de Belzec, dans une petite ville, village de Belzec, si vous voulez. Et le camp était totalement, enfin les traces du camp de Belzec étaient totalement à l'abandon. Aujourd'hui, les Américains sont venus, on a construit un monument, mais ça a mis très très longtemps. Or, c'est là qu'a lieu la spécificité du projet nazi. C'est là, c'est-à-dire l'extermination. Auschwitz, Majdanek, de façon moins massive, ce sont, comme vous le dites, des projets mixtes. C'est-à-dire qu'il faut faire travailler, il faut soutenir la machine de guerre allemande et il faut pour cela des travailleurs esclaves. Et Auschwitz est entouré d'une quinzaine, on dit monovis, mais en réalité, il y a une quinzaine de sous-camps différents et la plupart, je pense, des survivants de la déportation d'Auschwitz, ce sont des gens qui ont été dans l'un ou l'autre de ces sous-camps. Et donc c'est une histoire très très compliquée, mais dans laquelle heureusement il y a quelques survivants qui peuvent nous apporter cette mémoire. Mais cette mémoire, mais la mémoire de la chambre à gaz elle-même, ce que Primo Levi a appelé dans son livre Les naufragés et les rescapés le ventre de la Gorgone. Ceux-là, ils ne l'ont pas vu.
Ils ne l'ont pas vu. Et Primo Levi le dit, je suis un survivant, oui, mais je n'ai pas été dans la bouche de la Gorgone. Et il y a là quelque chose qui, au point de vue mémoriel, est toujours à prendre en considération. Alors, ça m'amène justement à une question que je voulais vous poser. Quand d'abord l'expression que vous employez, il n'a pas de mémoire, vous sous-entendez par là, pour être bien clair, qu'il n'y a pas de témoin. C'est-à-dire que nous en avons éventuellement une mémoire, mais qui est différente. Et j'en arrive à cette question. D'abord, je voudrais signaler que le père du président de cette communauté, Daniel Stein, était dans un de ces camps annexes de Birkenau, de l'Auschwitz-Birkenau. Et on est revenu, bien sûr, sinon Daniel ne serait pas là. Donc c'est l'occasion de lui rendre hommage. Mais il y a une question qui me paraît fondamentale dans toute cette problématique de mémoire par rapport à la Shoah. Il y a la question des lieux et il y a la question évidemment du travail des historiens, de ce qu'on appelle l'ère du témoin et l'ère de l'historien, ce que Annette Vievorka appelle l'ère du témoin et l'ère ensuite des historiens, c'est de la documentation du papier, s'il y en a, et des choses comme ça. Bon, mais moi je voudrais, comme vous avez beaucoup voyagé et organisé des voyages, sur la question des lieux de mémoire. Et la question des lieux de mémoire, je vous ai envoyé un petit mot pour vous indiquer de quoi on allait parler. J'ai mis entre parenthèses camp d'un clairière. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des endroits qui sont en fait, où il n'y a rien à voir, en fait. Il faut imaginer, il ne reste rien, ou quasiment rien. Et c'est des lieux de mémoire. Du coup, la question est, qu'est-ce qu'on fait avec des lieux pareils? Je pense à Treblinka, notamment. Bien sûr. Alors, oui, la question s'était posée lorsque j'avais donné cette maison au musée d'Auschwitz. Qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on va en faire? On n'en fait rien. Il y a une pelouse. Point, c'est tout. Et je pense qu'on ne peut rien en faire. De toute façon, parce qu'il faut éviter non plus la théâtralisation de ces lieux. C'est un sujet très complexe. Je pense qu'il est nécessaire à chacun de ces grands centres de mise à mort, il faut absolument qu'il y ait un parcours qui permette aux visiteurs de savoir ce qui s'est passé dedans. Donc, une espèce de parcours muséal, bien entendu. Ils sont... c'est ce qui a été fait, on pourrait en revenir là-dessus, c'est ce qui a été fait à Auschwitz, ce qui est fait à Majdanek, de façon beaucoup plus limitée à Treblinka, ce qui a été fait à Belzec in fine, je dirais, lorsque l'American Jewish Committee a pris en charge la transformation de Belzec en lieu de mémoire, mais ce n'était pas du tout le cas de 1945 à, disons, 2006. C'est-à-dire pendant 60 ans, c'était rien. Il faut éviter d'en faire un spectacle, bien entendu. Là, il y a toute une part. Aujourd'hui, la muséographie est quand même très efficace. Il y a des spécialistes là-dessus. Et voilà, vous n'avez qu'à penser à un endroit comme Yad Vashem, ce que l'on a pu faire dans le musée actuel de Yad Vashem, ou dans cet extraordinaire, bouleversant pavillon des enfants. Le pavillon des enfants de Yad Vashem, qui pour moi est quelque chose d'extraordinairement fort. Mais il ne faut pas se limiter, à mon avis, à l'émotion. Il faut également qu'il y ait de l'information. Je voudrais aussi à ce sujet rendre hommage à l'Union des déportés d'Auschwitz. Son président
a été pendant longtemps Henri Bulavko, maintenant depuis longtemps également c'est Raphaël Ezraï qui fait un travail magnifique. Et ce sont eux qui continuent de faire ce travail en association avec des professeurs. Et ils ont représenté, ils ont des documents vidéo de reconfiguration d'Auschwitz. J'ajoute aussi qu'il y a le problème des lieux tels qu'ils sont. Des lieux tels qu'ils sont. Birkenau, vous avez dit, il n'y a plus rien, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a encore un certain nombre de baraques à Birkenau. Oui, oui. Et il faut imaginer que les baraques ont été construites pour durer 2 ans, au plus. C'est construit sur un terrain marécageux, c'est du bois, etc. On les a récupérées et il y a eu, elles sont actuellement en voie d'être remises, d'être restaurées. J'ai vu la restauration, vous avez l'impression que vous êtes en train de restaurer la chapelle Sixtine, hein, d'une certaine façon. Alors que il y a là quelque chose voilà, je me suis posé la question de savoir est-ce qu'il était vraiment si important que cela de préserver, d'essayer d'aller jusqu'au bout de l'authenticité des lattes de bois d'une baraque de Birkenau, alors qu'il y a tout autour, il y a, comme je vous l'ai dit, donc des eaux, et puis il y a également des cendres qui ont été dispersées depuis si longtemps et qui ont dû fertiliser le sol. Je ne sais pas. Mais en tout cas, le musée d'Auschwitz a entrepris un travail de réhabilitation qui va durer de nombreuses années, qui est un travail très complexe, mais qui fait que c'est la seule façon de faire que ces baraques qui auraient dû disparaître très vite, finalement, sont encore là. Alors, peut-être on approche de la fin un peu de notre entretien, mais je vois il y a pas mal de questions que les gens se posent, qui sont posées par rapport à la. Bon, c'est certaines questions, je ne veux pas tout relayer parce que c'est des questions un peu trop précises ou des détails qui seraient beaucoup trop complexes de traiter ici. Mais il y a évidemment en toile de fond la question de l'antisémitisme actuel qui renaît, hélas. Je sais que là, du coup, je ne vais parler plus tellement au président d'Yad Vashem, même s'il est concerné, mais à l'ancien président du CRIF, qui a essayé de lutter comme il pouvait contre ce phénomène qui, hélas, va plutôt en augmentant. Et alors, moi, j'avoue sur le plan personnel être partagé, parce que j'aime pas trop le mélange, même si c'est évidemment lié. Parce que l'antisémitisme, c'est bien ça qui fait qu'il y a un Yom HaShoah, mais j'aime pas trop mélanger l'antisémitisme qui est un phénomène sur la très longue durée, puisqu'il existe depuis l'Antiquité et qui est très compliqué à comprendre. C'est pas pour rien que Paul Yakov a écrit un livre en plusieurs volumes sur l'histoire de l'antisémitisme. Donc c'est un phénomène très complexe qui est lié à toutes sortes de facteurs et qui évolue, etc. et qui peut être violent, qui peut être non, tout simplement verbal. Vous l'avez subi avec ce souvenir d'enfance que vous nous avez raconté. Donc, moi, personnellement, j'aime pas trop mélanger Yom HaShoah avec l'antisémitisme actuel, même si évidemment on se pose toujours la question, plus jamais ça, etc. Mais je pense que les circonstances sont différentes et réfléchir vraiment à l'antisémitisme actuel, ce serait pour une autre séance et il faudrait faire vraiment une étude là-dessus. Et il y en a, et on pourrait avoir une discussion sur l'antisémitisme actuel. Mais néanmoins, comme je sais que c'est en toile de fond dans la tête des gens et que vous êtes bien placé néanmoins pour en parler, est-ce que vous croyez que la mémoire de la Shoah est un instrument efficace pour lutter contre l'antisémitisme, ou est-ce que c'est finalement un instrument à double tranchant? Question un peu difficile peut-être. Je dirais que de toute façon, quoi qu'il en soit, et quelles qu'en soient les conséquences, la mémoire est une
et on a dit que c'était un devoir, c'est une obligation que nous avons vis-à-vis des survivants, que nous avons vis-à-vis des familles de ceux qui sont morts et vis-à-vis de ceux qui ont été exterminés eux-mêmes. C'est une obligation absolue. Je dirais que ça soit que ça entraîne une diminution de l'antisémitisme ou pas, n'est pas le sujet. Il faut les reconnaître. Ce qui a été absolument ignoble dans le négationnisme, et ce qui pour moi est la justification absolue de la loi Guessot, c'est qu'il n'y a pas pire attaque contre les survivants que de leur dire vous êtes des menteurs. Ça ne s'est pas produit ce que vous racontez. Et donc, je comprends les belles âmes des historiens qui disent que chacun doit pouvoir s'exprimer, etc. Enfin, je comprends sans comprendre d'ailleurs, parce que faut quand même considérer qu'un homme comme Noam Chomsky, dont je partage pas tout à fait, c'est le moins qu'on puisse dire, les idées politiques, mais dont je reconnais l'extraordinaire intelligence, et dont le père était un professeur d'hébreu. Noam Chomsky considérait que c'était finalement normal de donner son aval à des forissons, puisqu'ils exprimaient une opinion et que chacun a le droit d'exprimer une opinion. Non. Le négationnisme n'est pas une opinion, c'est une manifestation d'antisémitisme bestial, et c'est une agression extraordinairement violente contre des survivants qui ont, ou des survivants ou des familles qui ont plus que d'autres payé leur écho à la méchanceté humaine. Il est tout à fait normal que nous ayons des lois mémorielles. Vous savez que certains pays ne les ont pas. Donc ça, c'est le premier point. Bien entendu, lorsque petit à petit ces travaux de mémoire, cette remontée de la mémoire s'est faite, et en France, la date de 1995 est absolument capitale là-dessus, puisque c'est le célèbre discours de Jacques Chirac, hein, qui est probablement le discours le plus célèbre de Jacques Chirac. L'idée au départ était effectivement plus jamais ça. Hein. De raconter ce qui s'est passé va être la meilleure vaccination pour que ça ne se reproduise pas. Je continue de penser que la mémoire, je continue de penser deux choses. Premièrement, que la mémoire, telle qu'elle est transmise par les survivants, est quelque chose d'indispensable, d'extrêmement fort. Et ces survivants ont fait dans l'ensemble un travail absolument magnifique. Absolument magnifique. Il faut voir ces gens âgés retourner, certains ne retournaient à Auschwitz qu'en hiver, parce qu'il faut les faire comprendre que c'est ce qui se passait en hiver, et quand vous allez à Auschwitz en hiver, oui, il fait moins 30. Imaginez ce que ça pouvait être. Et ils ont fait, ces anciens déportés dans l'ensemble ont fait un travail extraordinaire. Et ils ont et pour la plupart d'entre eux, ils racontent des expériences avec des jeunes de toute origine, y compris dans les quartiers dits difficiles, qui ont été extrêmement fortes et extrêmement émouvantes. Et donc je leur tire évidemment mon chapeau. On sait maintenant, ils deviennent de plus en plus âgés, il y en a de moins en moins, il y en a très très peu maintenant qui ont les moyens de retourner, et il y en a de moins en moins qui sont capables d'aller dans les écoles, dans les classes pour parler de la Shoah, et on en parlera malheureusement de moins en moins.
Mais il faut bien comprendre que la mémoire qu'ils ont transmise, et qui est une mémoire essentiellement qui est la mémoire des souffrances qu'ils ont transmises, qu'ils ont endurées, peut-être aussi le décès de leurs proches, mais des souffrances qu'ils ont endurées. Cette mémoire, elle se transmet particulièrement bien parce que c'est une mémoire affective, émotionnelle, et c'est par cette émotion que les jeunes, que l'empathie se crée, le lien se fait. Mais l'émotion, c'est à double tranchant. L'émotion, c'est à double tranchant parce que l'émotion, elle est reproductible d'une certaine façon. Et l'émotion de cet événement, c'est l'émotion d'un survivant, finalement, est équivalente à l'émotion que peut transmettre un autre survivant d'un autre événement, d'un autre malheur. Alors, événement pour événement, on se retrouve dans une société où la photographie de cet enfant mort dans une île grecque a bouleversé les réactions du public devant les immigrés. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais je dis que c'est l'émotion et je ne sais pas d'ailleurs dans quelles conditions cette photo a été faite, mais je dis que c'est une émotion qui ne fait pas histoire. Or, le projet nazi, la caractéristique du nazisme, ce n'est pas que des gens ont souffert. Ce n'est pas que des gens ont été dans un malheur indicible. C'est qu'il y a eu une extermination des individus. Extermination qui n'a pas uniquement consisté à exterminer les potentiels ennemis, comme les guerres le font, mais hommes, femmes, enfants, vieillards, etc., etc. Le plus jamais ça a disparu lorsqu'on s'est rendu compte, moi j'ai été au Rwanda, je me suis rendu compte qu'au Rwanda c'était pareil. Il y avait eu un vrai génocide au Rwanda, comme il y a eu un génocide en Arménie, génocide en Arménie matiné du négationnisme turc, pas l'oublier. Mais ensuite, à côté de ces génocides, il y a eu d'autres massacres qui ne sont pas tout à fait des génocides. Et puis on peut décliner de façon très diffuse toutes les situations où l'homme a essayé de tuer l'homme et qui ne sont pas forcément dans la catégorie des génocides. Or, la mémoire, elle ne prend pas en compte l'ampleur du massacre. Le philosophe allemand qui s'appelait Günther Enders, qui a été le premier mari de Hannah Arendt, avait dit il y a des événements subliminaux qui n'arrivent pas à monter à notre conscience, et puis il y a des événements surliminaux qui sont tellement d'ampleur qu'on n'arrive pas à les concevoir parce qu'il y en a trop. On ne peut pas concevoir 6 millions de personnes, ça ne vous dit rien. C'est rien, c'est un chiffre, 6 millions de personnes. C'est pour ça que le mémorial des enfants à Yad Vashem est tellement extraordinaire, parce que ce n'est pas 6 millions de lumières, c'est une lumière, une autre lumière, et une autre lumière, et une autre lumière. Et c'est pour cela que les noms, c'est très important. Alors, là-dessus, il y a eu un projet d'extermination d'un groupe humain. Et c'est ce projet qu'il faut interroger. Et comme le dit Georges Bensoussan, dit Yanis Roder, ce projet, ça fait partie de l'histoire politique de la Shoah. C'est-à-dire que c'est une idéologie qui a été en œuvre. Et c'est cette idéologie-là sur laquelle qu'il faut analyser. Ça, c'est un travail d'historien.
C'est un travail d'historien. Évidemment, ça n'a pas le même contenu affectif émotionnel. Mais il faut se méfier de ce contenu émotionnel. Parce que, comme vous l'avez dit, émotion pour émotion, finalement, ça devient... Mais quand est-ce que vous allez nous parler de la véritable Shoah, celle, finalement, qui touche les Palestiniens? Alors, moi, je voudrais... On va mettre fin à cet entretien et je vais passer à une petite partie mémorielle stricte en disant un discours, mais j'ai quand même un point que je pense sur lequel j'aimerais qu'on termine, c'est la question que quand on extermine les Juifs d'Europe, on extermine des individus, bien sûr, des gens, il y a la souffrance, il y a l'émotion, dont tout ça on en a parlé, mais on extermine évidemment aussi une culture et qui n'est pas n'importe laquelle. Et donc, le juif porte en lui, c'est peut-être une des explications de l'antisémitisme, certainement pas la seule, mais est un personnage en soi symbolique. Être juif, c'est déjà être porteur d'un symbole. Et me paraît évident que dans la Shoah, et ça explique la volonté d'exterminer jusqu'au bout, c'est bien de tuer ce symbole, ce que le juif représente. C'est difficile à définir ce qu'il représente précisément parce que c'est toute la problématique de ce qu'est le judaïsme, mais il me semble évident qu'il y a cette problématique derrière et la problématique également de la mémoire, qui est de la reconstruction, si tant est qu'il faille reconstruire. Et heureusement, il reste du judaïsme tout de même, mais c'est cette question de l'existence juive après. Et alors, si vous avez un mot à rajouter sur ce point, peut-être on peut finir là-dessus. Je pourrais vous parler longtemps là-dessus, hein, parce que c'est évidemment un sujet de très grande gravité. Pour terminer, peut-être, je voudrais dire deux choses. Premièrement, aujourd'hui, enseigner la Shoah, c'est enseigner le projet, l'idéologie qui est derrière tout cela, évidemment. C'est aussi enseigner le fait que les hommes qui ont été les fourriers de cette idéologie, qui ont été les acteurs de cette extermination, étaient des hommes qui qui manifestaient ce que les psychologues appellent, disons, des biais cognitifs, la plupart d'entre eux étant convaincus qu'ils ne faisaient que se défendre contre ces juifs malfaisants et tout-puissants. Ces biais cognitifs devraient faire partie aujourd'hui, à mon avis personnel, de l'enseignement que les professeurs devraient donner aux enfants, et notamment dans ces quartiers difficiles où sévit cet antisémitisme virulent dont on n'a pas beaucoup parlé, mais auquel chacun pense. Les professeurs ne sont pas formés à cela. Ils ne sont pas formés aux notions de la psychologie. Mais elles sont fondamentales de comprendre comment ça se passe quand on est dans un groupe. Et le livre essentiel qui montre cette unité, le livre de Christopher Browning, est un livre absolument fondamental, qui montre ce que c'est que l'emprise du groupe, les expériences psychologiques aussi, les biais cognitifs, c'est-à-dire qu'on ne reçoit que certaines informations, celles qu'on veut, ou les premières qu'on a eues, parce qu'elles ont constitué un socle de nos connaissances, et on ne veut plus ensuite être déformé, et on peut raconter tout ce qu'on voudra sur le fait que les protocoles des sages de Sion, c'est un faux, on continuera de raisonner avec le protocole des sages de Sion. Ça, ce sont les obstacles à l'enseignement, ce sont des obstacles qui rendent l'enseignement aujourd'hui de plus en plus compliqué, d'autant plus qu'on part de loin. Et de part de loin, mais il ne faut absolument pas, je pense qu'il ne faut pas les éviter. Et enfin, pour terminer, je vous promets que je terminerai là et que ça ne sera pas très long,
Mais si je devais laisser une trace, je parlerai du rabbin Émile Fackenheim, qui était, je crois, aussi ma sortie, n'est-ce pas, et qui a écrit dans sa réflexion sur Dieu et la Shoah, une réflexion très dure d'ailleurs, très très dure, qui a dit, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, il devrait y avoir un 614e commandement. Il ne faut pas laisser à Hitler de victoire posthume. Et pour moi, je ne respecte pas tout à fait l'ensemble des 613 mitzvot, mais cette mitzvah-là, j'essaie de la respecter. Ben, on fait tout pour aller dans ce sens. On se rejoint là. Je vous remercie infiniment, Richard Prassier, pour ce témoignage. C'était très intéressant et émouvant. Et voilà, je vous remercie beaucoup de nous avoir consacré ce moment. Et je vais terminer en faisant la lecture juste, pas long du tout, du discours de Ava Kovder. Ava Kovder, qui est un très grand poète et qui a été un partisan juif en Lituanie et qui a écrit un discours particulier et qui est très court et qui dit beaucoup de choses. Donc, je vais le lire en français d'abord, la traduction française, et puis ensuite je le lirai en hébreu. Mais je lis le français d'abord, comme ça les gens comprennent de quoi ça parle. Souviens-toi de tes frères, de tes sœurs, des maisons des villes, des maisons des campagnes, des ruelles et des bourgades, grouillantes comme les rivières, de l'auberge isolée sur la route, du vieil homme, des traits de son visage, de la mère coiffée d'un foulard, de la jeune fille avec ses nattes et des enfants, des milliers de communautés parmi les familles de la terre, de toute l'assemblée d'Israël, menée à l'abattoir sur le sol de l'Europe par l'exterminateur nazi, de l'homme qui cria soudain, expirant dans son cri, de la femme qui serrait son enfant sur son cœur et dont les bras faiblirent, du nourrisson qui à tâtons cherchait le sein de sa mère, un sein bleu et glacé, des pieds en quête de refuge, un refuge impossible, de ceux qui serraient les poings agrippés à l'acier, devenus l'arme de la vision du désespoir, de la révolte, de ceux qui, le cœur pur et le regard lucide, mirent en péril leur vie sans espoir de salut. Souviens-toi du jour dans son éclat et du soleil levant, sur le bûcher sanglant, des cieux lointains et silencieux. Souviens-toi des cendres amassées sous les jardins en fleurs, vivants. Souviens-toi de tes morts. Ils sont là, devant nous. Leur regard nous observe. Aucun répit pour nous, aucun répit, tant que nos vies ne seront dignes de leur mémoire. נזכור את אחינו ואת אחיותינו, את בתי העיר ואת בתי הכפר, את רחובות העיירה שסענו כנערות, ואת הפונדק הבודד עלי אורח, את הישיש בקלסתר פניו, את האם בסודרה, את הנערה בצמותיה, את הטף, את אלפי קהילות ישראל על משפחות האדם, את כל עדת היהודים אשר הוכרע לטבח על אדמת אירופה. מידי הכורת הנאצי את האיש שזעק פתאום ובזעקתו מת, את האישה שחבקה את תינוקה אל ליבה וזרועותיה צנחו, את התינוק שאצבעותיו מהגששות אל פטמת האם והיא כחולה וצוננת, את הרגליים שביקשו מפלט ולא היה מנוס עוד, ואת שקפצו ידיהם לאגרוף, האגרוף שחפן את הברזל, הברזל שהיה לנשק
חזון הייאוש והמרד, והם ברי הלבב, והם פיקוחי העיניים, והם שהשליכו נפשם מנגד וידם קצרה מלהושיע. נזכור את היום בצהריו, את השמש שעלתה על מוקד הדמים, את השמיים שעמדו גבוהים ומחישים. נזכור את טילי האפר אשר מתחת לגנים הפורחים. יזכור החי את מיטב, כי הנה הם מנגד לנו, הנה ניבטות עיניהם סביב סביב, ועל דומי לנו, עד יהיו חיינו ראויים לזכרם. Je vais dire maintenant la prière El Malé Rachamim. Et on se guidera là-dessus. El Malé Rachamim, Shochen Bamromim. עמסה מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע המזהירים ונשמת אחותינו ואחינו חללי השואה שנהרגו ושנשחטו ושנשרפו ושנספו על קידוש השם ואהבו שבנו היום להזכיר את נשמתם. בגן עדן תהיה מנוחתם, לכן בעל הרחמים, יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצחור בצחור החיים את נשמתם. אדוני הוא נחלתם, וינוחו בשלום על משכבם, ונאמר אמן. Voilà. C'est donc maintenant Yom HaShoah qui commence jusqu'à demain soir. Et je rappelle que l'habitude est de lire les noms au mémorial. Je rappelle qu'en Israël, il y a toujours cette minute de silence très impressionnante pour ceux qui ont vécu ce moment-là, puisque tout le pays s'arrête. Là aussi, ce sera très spécial cette année en Israël, puisque tout le monde est encore en confinement. Et puis, je remercie encore une fois Richard Praskier pour son intervention très intéressante. Et voilà, l'émotion, il y a plein de témoignages à écouter. Vous pouvez profiter d'être sur Internet, aller voir sur la fondation de Spielberg où il y a des quantités de témoignages écoutés. Il y a le site évidemment du mémorial, il y a le site de Yad Vashem, il y a dans toutes sortes de langues. Et puis il y a les livres d'histoire, il y en a beaucoup, des excellents et des volumineux. Hilberg, Yavorka et bien d'autres. Et donc, voilà, il y a de quoi s'occuper largement pendant ce Yom HaShoah et puis les semaines qui suivent pour approfondir ce difficile sujet. Merci beaucoup, Richard. Merci d'avoir participé. Merci. Voilà. Merci à vous. Au revoir.